Merci de votre attention, un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore pour un nouveau numéro de Café Débat. Ici, on donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Dans cette première partie, l'invité que je reçois est bien M. Bahouri. C'est un habitué de cette émission. Il a, on va dire, fait la promotion du mouvement Renouveau, l'UFDG, et dont des candidats ont été présentés dans certaines communes au compte des élections communales de 2018, février 2018, j'allais dire. Son expérience durant cette période électorale, ce qu'il pense des résultats qui en sont ressortis, et l'actualité politique qui est minée par la contestation, par l'opposition et certains candidats indépendants de ces résultats donnés par la CENI. Du coup, ils ont envisagé une série d'activités de contestation. À la suite, la CENI qui ouvre un couloir de dialogue avec ses partis politiques. Qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces sujets? M. Bahouri est sur ce plateau. Avec lui, j'en parlerai. Et dans la deuxième partie, justement, je serai avec Sekou Jamal Pendessa pour parler de l'actualité sur le terrain de la crise, notamment autour de l'école guinéenne. Aboubakar Souma, le syndicaliste rebelle, qui finalement a été reçu par le président Alpha Condé, c'était hier à Sékou Touria. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tête-à-tête? Est-ce que cela pourrait déboucher sur la fin de la crise enfin? Avec Pendessa, nous en parlerons, mais d'ici là, on fait face à l'invité du jour, M. Bahouri. M. Ba, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Donc c'est votre première prise de parole depuis les élections communales du 4 février 2018. Vous avez soutenu des listes indépendantes, notamment sous la coupole de l'UFDG Renouveau. Donc il y a eu le mouvement. De manière directe, général, le renouveau. Le renouveau. Donc il y a eu renouveau pour le renouveau de Matoto, pour le renouveau de Ratoma, pour le renouveau de Dubreka. En gros, quel bilan vous pouvez faire de ces élections du 4 février 2018? Bon, c'est peut-être difficile de faire le bilan exhaustif d'un processus qui est relativement très complexe, puisque vous savez qu'il y a pratiquement près de 300 et quelques circonscriptions électorales, et chaque circonscription est un cas à part qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Tout à fait. Donc il faut avoir une vision globale pour tirer les leçons et asseoir un bilan exhaustif. En tout cas, pour les cas où vous aviez été candidat dans telle ou telle circonscription. D'ores et déjà, personnellement, je me félicite que la Guinée ait pu organiser les élections communales. Ça avait pris beaucoup de temps. Depuis 2010, on devrait les organiser. Et donc 13 ans après. 13 ans après les élections, les dernières élections de 2005. C'est déjà un point. Le second point, c'est l'irruption des jeunes dans cette compétition électorale. Je salue les listes indépendantes sur l'ensemble du territoire national qui ont apporté un air frais, de l'oxygène à cette compétition qui en avait réellement besoin. Troisièmement, le bilan de la participation est relativement faible. Mais là également, c'est un indicateur pour dire qu'une majorité de nos compatriotes a perdu confiance en la manière de faire la politique dans notre pays. En ce qui nous concerne, c'est une interpellation pour qu'on fasse émerger une autre offre politique pour réconcilier les citoyens avec la politique de manière générale. Ça, c'est un chantier de l'avenir et le renouveau va s'y engager avec force et détermination. Au point de vue électoral, je salue la victoire des jeunes de Farana. C'est l'exemple vraiment qui me conforte le mieux. Des jeunes de Farana qui sont partis en indépendant. En indépendant, ils se sont donné la main, ils se sont dit qu'ils se démarquent de l'ancienne manière de faire la politique et ils veulent prendre en charge les intérêts de la commune de Farana, indépendamment des clivages régionaux, ethniques et autres. Ils ont pu avoir la majorité. Je les encourage, je les félicite et je leur dis, je suis à leur disposition pour apporter le peu d'expérience et contribuer à faire en sorte que leur gestion de la commune de Farana soit un modèle pour donner d'autres exemples à d'autres communes du pays. C'est une très bonne chose. Je salue également
la victoire d'El Hadj Mohamed Bangoura à Koya, liste indépendante. Il a tenu bon malgré les pressions et je pense et je souhaite qu'il puisse avoir la gestion de la commune de Koya qui pourrait être à la périphérie de Conakry un autre exemple sur lequel nous allons nous aussi apporter notre expérience et notre soutien sur le plan des relations, sur le plan des idées, sur le plan des projets pour que Koya soit vraiment une vitrine en termes de gouvernance locale. Nous avons, je salue mes amis de Tougué, Kouratongo, et je salue la victoire éclatante d'Ibrahima Souribalde à Kolé avec 12 élus. Tous des candidats indépendants. Des candidats indépendants. Je salue à Broual Tapé l'éruption de Monomo Mamadouri. Un peu partout, il y a des exemples qui montrent que les choses ont bougé. Donc, ce que vous saluez, en gros, c'est un peu l'émergence de ces positions indépendantes qui se sont imposées face à certains endroits à des partis politiques, des grands partis politiques. Bien entendu, et qui ont utilisé toutes les méthodes d'intimidation et autres pour les faire taire et pour les marginaliser. Maintenant, les listes du renouveau dans Conakry, à Ratoma, Baïlo Badiar a été élu, à Gové Soumaré l'a été à Matoto, et Mamadjan Ba l'a été du côté de Dubreka. Bon. Donc en gros, vos listes renouveau ont eu trois conseillers dans Koya, non, dans Dubreka, Matoto, Dubreka et Ratoma. Donc votre mouvement a eu donc 3 conseillers au sortir de ces élections communales. Sur la bannière du renouveau, à Pita, nous avons 2 élus dans la coalition que nous avions fait avec l'UPR, qui en a eu 3. Donc c'est déjà bien. Dans les listes UFDG, et je ne vous cache pas que également nous avons beaucoup de nos proches qui sont des élus sous la bannière de l'UFDG. Sur la bannière de l'UFDG, il y a des élus qui sont des proches de Baouri. Bien entendu. C'est ce que vous voulez dire? Bien entendu. Qui sont-ils donc? Oh, ça n'a pas d'importance, ils sont très nombreux, je ne peux pas les citer. Mais bien sûr, il faut qu'on le sache. Qui sont les proches de Baouri qui ont été élus sous la bannière de l'UFDG dans les communes comme conseillers? C'est important. Non, je veux que les résultats soient visibles dans les semaines à venir. Pour le moment, mais ceux-là, ils ne se sont pas présentés comme étant des proches de Baouri à l'UFDG. Donc, vous savez, je suis pour être élu. N'oubliez pas, je suis de l'UFDG. Pour l'instant, votre exclusion a été prononcée à l'UFDG comme telle. Oh non, un petit clan l'a prononcé, mais la grande majorité refuse cela. Bien, le débat. La grande majorité des militants de l'UFDG vont se faire entendre de plus en plus. Donc, wait and see. Donc, vous avez des proches qui ont été donc élus sur la bannière de l'UFDG. Et je les salue tous et je leur dis, le combat continue pour le changement de leadership au sein de l'UFDG. Bien. Alors ça, ce sont là on va dire, les aspects positifs de cette échéance communale que vous venez de relever, l'émergence des candidatures indépendantes ci et là, la participation des jeunes. Vous, votre mouvement a eu 3 conseillers après seulement 3 mois de combat. C'est pas mal comme résultat, mais ça n'a pas été que du bon dans cette échéance-là. On a d'autres qui ont pensé que c'était un rendez-vous manqué. Il y a eu l'immixtion des administrateurs territoriaux qui n'ont pas écouté la consigne donnée par Bourema Condé de ne pas se mêler à ce processus, des préfets et sous-préfets qui se sont invités dans la danse, qui ont tout saboté, des ministres de la République qui ont été sur le terrain, dans les bureaux de vote, qui ont intimidé. On en a pris en chasse avec des bulletins de vote, comme cela nous a été rapporté. Alors vous, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Vous savez, nous avons été victimes d'une campagne de dénigrement et d'une campagne d'intimidation. Vous qui? Le renouveau. Bien. De la part de qui alors? De la part de ceux que vous connaissez, qui sont allés porter plainte au niveau de certains tribunaux, Matoto, Ratoma, Dubreka, pour l'invalidation. Parce que vous avez utilisé le même symbole que le parti UFDG, c'est-à-dire le baobab, c'est ça? Mais un logo, c'est un tout.
Je revendique le logo de l'UFDG. J'aurais pu l'utiliser si je voulais agir. Ça aurait disqualifié l'UFDG? Bien entendu. En tant que parti candidat, tout simplement. Bien entendu, mais je n'ai pas voulu aller sur ce chemin parce que je tiens à cœur l'avenir de l'UFDG. J'ai le fromager et la colombe qui est différent du fromager et le soleil levant. Donc, si quelqu'un dit que le soleil et la colombe et un oiseau c'est la même chose, cela veut dire qu'il marche par la tête. Ces gens-là sont allés porter plainte dans un tribunal à Mafanko. Ils ont été déboutés à Dixine, déboutés à Dubreka. À Mafanko, quelqu'un leur a donné raison. Moyennant quelle procédure, ça les regarde. Mais c'est pour dire que dans ce pays... Vous avez été obligé donc de changer vos logos? Non, jamais. Ils ont perdu. On leur a donné raison ou pas? Non, c'était une mascarade. C'était des gens qui veulent créer des faux problèmes. Donc vous n'avez pas changé le logo? Pas du tout, et on ne changera pas. Aujourd'hui, les mêmes, après avoir rempli les urnes dans certaines communes et dans certains de leurs fiefs, crient le plus aux voleurs. Non, avant qu'on ne parle de ce que les autres ont dit du processus, qu'est-ce que vous avez remarqué comme irrégularité, comme défaillance? Non, il y a beaucoup de défaillances. Les défaillances relèvent avant tout de l'organisation du pays. Dans un pays, en 2018, nous devons avoir des services postaux. Nous devons avoir des noms de rues. Chaque citoyen guinéen doit avoir une adresse précise où on peut le localiser même par un GPS. Des lotissements dignes de nom. Bien entendu, ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis très longtemps et jusqu'à présent, nous sommes sans adresse. Pour que cela nous permette quoi dans ce processus? Parce que vous savez, la première défaillance du processus électoral, c'est la distribution des cartes d'électeurs. Si vous ne pouvez pas avoir votre carte à votre domicile, à votre adresse, on impacte tout et on dépose au niveau des chefs de quartier. Et dans ce pêle-mêle, il y a des gens qui soutirent les cartes électeurs de certains qu'ils considèrent comme étant des adversaires pour les neutraliser. Sous prétexte qu'ils les connaissent, ils savent où ils sont. Et puis après on les cache, ces gens-là ne peuvent pas voter. Deuxièmement, d'autres prennent des cartes pour essayer de les utiliser le jour du vote pour influencer le scrutin. D'autres, dans ce pêle-mêle, ne retrouvent pas leurs cartes, sont découragés et en fin de compte finissent par abandonner. Et de ce point de vue, ça c'est un problème qu'il faut résoudre. Ce n'est pas la CENI directement, c'est l'organisation du pays à travers la capacité des services postaux d'exister et de fonctionner correctement et que les communes puissent avoir des lotissements qui permettent aux citoyens d'avoir des adresses. C'était la première différence que vous avez constatée. C'est énorme et c'est structurel parce que depuis très longtemps, on répète les mêmes choses, on ne prend pas la mesure de la tâche à régler. La deuxième chose, il faut qu'au niveau de l'administration territoriale, que la loi soit respectée. Au niveau des partis, que les partis n'aient pas la logique de la fraude dans la tête. Mais malheureusement, dans ce pays, la gouvernance, la malgouvernance, elle est dans beaucoup de têtes, quels que soient les bords. Et ça, c'est une maladie qui tue le processus politique et qui l'empêche de se qualifier. Et en d'autres termes, la troisième chose, par rapport au travail des CACV, n'est-ce pas, qui ont peut-être invalidé des chiffres, des voix des gens. Est-ce que le mouvement Renouveau a été victime de ce genre de situation ou pas du tout? Bon, à Ratoma, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais je ne rentre pas dans les détails parce que je ne cherche pas... Dans la CACV de Ratoma? Je ne cherche pas à me victimiser puisqu'il y a des... il y a des résultats qui ont été négociés pour permettre à certains d'avoir un nombre d'élus qui les mettent à l'abri disons, d'être minoritaires. Mais ça, c'est un autre problème. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important... Qu'est-ce qui s'est passé à Ratoma? Vous pensez qu'on a favorisé certains? Bien entendu. Qui? L'UFDG, l'URPG? Parce que c'est l'UFDG qui arrive en tête. À Ratoma, suivi de l'URPG. Qui on a favorisé? Étant donné que Ratoma, c'est le bastion de l'UFDG, de votre parti. Peu importe. Ce qui est le plus important,
moi je regarde devant. Il y a des défaillances structurelles qu'il faut corriger. Il y a des insuffisances. Il y a une mentalité de fraude qui est partagée par tous les camps. Tous les camps. Par tous les partis politiques. Par tous les camps. Il faut mettre de l'ordre. Vous pensez que tous les partis politiques ont fraudé, ont été tentés de frauder? Bien entendu, on n'a même pas besoin de se cacher les choses. Mais vous n'avez pas porté de recours? Non. Pour les contentieux électoraux? Pour le moment, moi je me félicite qu'en moins de 3 mois, que nos listes aient pu exister, aient pu travailler, aient pu recueillir le suffrage d'un certain nombre de nos compatriotes. Au moins 9000 personnes, on va dire. Oui, dans un contexte d'hostilité maximale avec d'autres qui ont fait campagne contre nous. Mais ça fait partie de l'expérience. Le reste, on continue à travailler et on va travailler. Je vais rencontrer la CENI. Je vais prendre en charge beaucoup d'aspects qui ont été accumulés ces dernières années pour que dans les prochains mois, que nous puissions avoir une feuille de route pour proposer les mesures qui permettront au processus électoral dans notre pays d'aller dans le sens de la transparence, de l'équité et aussi pour permettre à ce que la paix civile soit assurée. Est-ce que vous n'avez pas fait le même constat, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les administrateurs territoriaux ont saboté et sapé l'effort de la CENI d'imprimer ce caractère de transparence au processus, dans le fait qu'ils étaient trop impliqués dans le processus, qu'ils ont intimidé à certains endroits des gestionnaires des bureaux de vote, que les ministres étaient trop présents sur le terrain et que tout ça a sapé cet effort-là. Vous n'avez pas fait ce constat-là? Non, ce constat est réel. Notre candidat de Kouratongo, le jour de l'élection, le 4 février, il a été emprisonné. Il a fallu que j'intervienne. Par le préfet? Pour le sous-préfet? Par le sous-préfet en relation avec certaines autorités locales. Bien. Il a fallu intervenir à partir de Conakry pour qu'il puisse être relâché. Mais ça n'a pas empêché celui qui aurait pu recueillir un nombre de voix beaucoup plus important et puis avoir 2 élus. Bon, mais ça ne sert à rien de pleurnicher sur ce qui est fait, parce que cela, tout le monde, surtout ceux qui considèrent qu'ils ont le pouvoir avec eux, ou en tant qu'anciens membres de délégations spéciales ou autorités administratives, il y a beaucoup de défaillances qui ont été constatées. Bien. Mais cela n'empêche, un pas est franchi. Nous avons des élus. Il faut s'en féliciter. Et nous avons les communales ont été organisées. Nous allons travailler à faire en sorte que nos élus et les élus apparentés puissent avoir la formation requise pour être de bons gestionnaires de nos communes. Aujourd'hui, vous avez quand même 3 élus, 3 conseillers qui sont rentrés dans les conseils communaux de Ratoma, de Matoto et de Doubrika. Bien entendu. Nous sommes actuellement dans la phase des négociations. Une voix dans un conseil communal est très important pour ceux qui veulent être maire, ou sinon pour être maire, puisque malgré que vous êtes un seul conseiller, mais vous pouvez faire consensus, objet de consensus, si les autres ne s'entendent pas pour être maire. Est-ce que le mouvement Renouveau que vous soutenez a l'ambition d'être candidat et de demander aux autres partis, à Ratoma par exemple, à Matoto, à Doubrika, d'être maire, ou est-ce que vous êtes courtisé aujourd'hui pour soutenir le RPG à Matoto pour que leur candidat soit maire de Matoto ou l'UFDG, ainsi de suite à Doubrika et à Ratoma? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je dois vous dire que ceux qui nous ont combattus avec férocité, avec hargne, sont ceux aujourd'hui qui essayent d'envoyer des émissaires pour dire puisque vous êtes tous de la même famille, on est tous de l'UFDG, soyez avec nous. Mais je laisse le soin. Donc vos 3 conseillers sont courtisés par l'UFDG actuellement? Je laisse le soin à chaque commune d'arrêter sa prise de position qui est déjà arrêtée et d'agir en conséquence, en conformité des intérêts de la commune et des intérêts de la démocratie locale et du développement local. Pour l'instant, on ne sait pas, vous allez à qui dans les différentes communes là, Ratoma, Matoto, Doubrika? Il faut attendre le jour du scrutin
Du choix des maires. Des choix des maires pour officialiser une position s'il en est. De toutes les façons... Mais est-ce qu'on doit même tergiverser là-dessus, dès lors que vous dites que votre parti c'est l'UFDG? En ce moment-là, si l'UFDG a besoin du seul conseiller que le mouvement Renouveau a eu à Ratoma, pourquoi vous n'allez pas lui dire de voter pour le candidat de l'UFDG, étant donné que l'UFDG, c'est votre parti, vous ne l'avez jamais quitté, tout comme à Matoto, tout comme à Doubreka? Bon, la question est pertinente, mais ceux qui ont tenté de vous invalider, qui sont allés devant les tribunaux, la liste communale et le parti, c'est deux choses différentes. À un moment donné, il faut sauver le parti. Oh, parce qu'à Matoto, à Matoto par exemple, non, je vous dis, à Matoto ici, l'UFDG est à égalité avec l'URPG, 14-14. Baouri a un conseiller, un seul conseiller. Maintenant, on vous dit de les départager. En votant pour le candidat du RPG ou de l'UFDG. Ils sont à 14-14. Vous allez voter pour qui? Mon ami Kalemodou Yansane nous avait déjà facilité la tâche en traînant la liste du renouveau pour Matoto au tribunal. Et ils ont agi de telle manière pour dire que la liste du renouveau de Matoto doit être invalidée. À partir de ce moment-là, ils ont fait le choix en lieu et notre place. Donc vous n'allez pas voter pour eux? Quelqu'un qui veut... Il faut les départager. Quelqu'un qui veut votre destruction, mais vous allez lui donner la chance de vous détruire. Mais si vous devez aller au-delà de Kalemodou et ne pas regarder sa personne et regarder l'UFDG que vous voulez sauver, l'UFDG que vous n'avez jamais quitté, une fois encore. Une équipe qui perd et qui fait perdre le parti, il faut qu'elle soit changée. Pour le moment, il faut. Donc s'il faut ne pas voter pour l'UFDG pour que cette équipe perde et pour qu'elle soit changée, vous assumez ce choix-là. Et en conséquence, peut-être vous allez au RPG. En tout cas, une équipe qui perd et qui fait perdre l'UFDG doit être changée. Bien. Alors, passé donc cette phase comment on va dire, d'alliance, on est là d'ailleurs dedans puisque les maires ne sont pas encore élus, mais il y a de toute façon autre chose qui se passe à côté. C'est cette opération de contestation à laquelle des partis politiques de l'opposition et certains candidats indépendants se sont livrés. Le samedi dernier, il y a eu une grande réunion au siège de l'UFDG. Il y a eu des candidats indépendants qui y ont pris part, tout comme d'autres partis politiques qui d'ailleurs à un moment donné avaient pris de la distance vis-à-vis de Cellou Dalein Diallo. Je cite Faya Milimono, je cite le NFD, mais qui étaient présents à cette réunion. Ils ont eu une voix commune. Celle de contester ces résultats donnés par la CENI et ont donc brandi un certain nombre d'activités. Dans ce sens-là, il y a eu la journée ville morte le lundi. On a recensé pour l'instant 2 morts et plusieurs cas de dégâts. Et le soir, la CENI sort un communiqué pour dire on va commencer à vous recevoir pour dialoguer autour de ces problèmes-là. Vous, quelle est votre réaction à cette démarche de contestation après le travail des CACV, après le contentieux, après les résultats définitifs par la CENI? Soit on est républicain, soit on ne l'est pas. Il y a des procédures de contestation juridique qui existent. Il faut utiliser les procédures juridiques pour contester les conflits électoraux. Mais si on abandonne cette voie, on fait... Ils ne l'ont pas abandonné. Baouri, par exemple, j'ai vu Cellou Dalein Diallo lors d'un point de presse qui dit l'UFDG a saisi les tribunaux dans le cadre des contentieux un peu partout, Doubrika, Conakry, ici, Ratoma, Matoto, au moins 7 recours, 7 recours portés, 7 recours rejetés. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu justice en ce moment-là? Bon, vous savez, moi je suis mieux placé pour parler de justice. Lorsque une décision judiciaire d'un tribunal de Mafanko dit que le soleil et la colombe c'est la même chose, c'est pour dire que la qualité des jugements laisse à désirer. Et des gens qui peuvent, par ce biais-là, obtenir gain de cause au niveau des tribunaux, bon, je pense que s'ils perdent pour une fois, il faut avoir la capacité d'être un peu fair play. Mais ceci dit, parlons plus sérieusement. Il y a des gens qui prennent en otage la République et le pays. Qui? Ceux qui agissent de cette manière. Si je ne tiens pas ce que je veux,
je fais descendre des gens dans la rue et c'est les pauvres petits Mamadou, des enfants, des humbles, des déshérités qui sont en pâtissent. Et les populations qui subissent, disons, ce jeu d'enfantillage. Je crois que la République, l'autorité de l'État, doit, dans le cadre de respect et de la protection des droits des citoyens, ne doit pas faillir lorsque certaines des revendications et la manière de les porter ne correspondent pas ni à l'intérêt national, ni à l'intérêt des populations elles-mêmes. Et puis, vous voyez... Donc vous désavouez en conclusion la démarche de l'opposition à l'instant après je veux dire, le verdict des tribunaux, les résultats finaux, de manifester, et vous désavouez la démarche de la CENI de leur dire venez, on va dialoguer. Non, la CENI a le droit d'inviter n'importe qui à tout moment de discuter, de venir. Bien. Mais je ne peux pas comprendre que des instructions d'accord entre parties prenantes qui sont beaucoup plus des relations entre copains prévalent au-dessus des principes républicains. Ça, je ne peux pas être d'accord. La CENI est constitutionnellement indépendante. Elle ne doit pas recevoir d'instructions de qui que ce soit, de n'importe quelle autre autorité, en dehors des principes régaliens et du droit qui lui fixent des obligations et une démarche politique. Si elle sort de ce cadre, c'est le pays qui va aller dans une situation d'ingouvernabilité généralisée. Moi, je veux que mon pays soit stable, je veux qu'on ait la capacité, par un processus de prise de conscience et de responsabilité à tous les niveaux, de régler nos problèmes sans mettre des gens dans la rue, sans mettre en danger la vie des enfants, pour avancer. Je suis pour une démarche constructive, progressive, qui à terme permettra de qualifier nos mécanismes d'organisation électorale. En conclusion, ce que vous voulez dire, c'est que passer le comptage des voix dans les CACV, passer la période des contentieux et les verdicts des tribunaux, passer la proclamation définitive des résultats par le président de la CENI, l'opposition n'avait plus à mettre la pression et il n'avait pas à exister un consensus comme la CENI veut l'entamer, parce qu'on est en train de les voir aller vers une sorte de consensus pour recompter les voix et redonner d'autres résultats. S'ils rentrent dans ça, c'est le pays qu'ils vont mettre dans une situation dangereuse. Bien. Je donne l'exemple du Mali voisin. Hamadi Toumani Touré a toujours cherché de gouverner par le consensus. Qu'est-ce qu'il en a résulté? Une partie du Mali et une bonne partie du Mali est aujourd'hui dans l'instabilité totale. Il faut que les gens sachent sur quoi ils sont en train d'avancer pour ne pas mettre en danger notre pays. Et si on vous disait que c'est Alpha Condé, au soir du lundi, qui a appelé le président de la CENI pour dire appelez-les, puisqu'ils ont commencé à contester, discuter autour de quoi, de quelles circonscriptions ils ne sont pas contents, voir si on peut compter les voix pour la paix, pour la quiétude. Je ne suis pas au courant de ce que vous dites, mais je dois dire simplement que la bonne gouvernance exige de toutes les institutions qu'elles agissent en conformité avec le droit, de manière claire et nette et en toute équité, en amont comme en aval. Bien. Il ne faut pas permettre qu'il y ait des injustices, il faut que le processus soit clair, net et précis, quels que soient maintenant les intérêts qui sont en jeu. Mais si on fait, disons, des actions à géométrie variable, faire toujours des arrangements au détriment de la loi, au détriment des règles instituées par les principes républicains, mais on est en train de mettre le pays en danger. Et pour terminer, on va changer cette fois-ci de sujet et parler maintenant de cette crise sociale, la crise syndicale qui a affecté l'école guinéenne depuis maintenant 3 semaines, qui a fait aussi des morts, bien entendu. Finalement, Alpha Condé a décidé de rencontrer le cerveau de cette crise syndicale, Aboubakar Souma. Vous, quelle est votre réaction en quelques mots à cette situation? D'abord, je déplore que des enfants meurent. Il y a trop de morts dans ce pays. Et malheureusement, c'est toujours les enfants des pauvres qui meurent. Et c'est comme si ça n'a pas de valeur. Pour moi, c'est très important. En tant que père de famille, en tant que responsable politique, je déplore le fait que des enfants meurent pour amener certains responsables politiques
à obtenir des arrangements au détriment des intérêts du pays tout entier. Ça, c'est un. Deuxièmement, je salue le fait que le président de la République ait pris l'initiative d'inviter M. Aboubacar Souma et son groupe des syndicalistes du SLEG de les rencontrer. Bien. Ça permet de passer à un autre cap pour la reconnaissance de fait de M. Aboubacar Souma comme un interlocuteur crédible, valable, légitime et représentatif du monde syndical. Je pense que c'est déjà un grand pas. Maintenant, la suite, c'est la question des revendications proprement dites. Les syndicalistes ont l'habitude de négocier. Ils vont négocier avec les autorités gouvernementales, mais ce que je dois rajouter, que ces négociations aillent vite et bien pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Déjà, ça fait plus de 2 semaines qu'ils sont perdus au mois de février. On avait perdu pratiquement, je crois, 2 semaines également au mois de novembre. Ça fait déjà 1 mois. Dans un contexte où les enfants ont besoin d'avoir un soutien pédagogique renforcé et accru pour rattraper leur retard en termes de niveau, parce que les examens sont là, ceux qui n'ont pas les moyens risquent encore d'en pâtir avec des enfants qui vont subir les épreuves sans être suffisamment prêts. Et je dis, il faut que les gens prennent conscience. On est dirigeant pour le pays, on est dirigeant pour la grande majorité de la population, que ce soit dirigeant syndical, que ce soit dirigeant politique. L'intérêt de cette grande majorité de la population, c'est cet intérêt qui doit imprimer notre attitude et notre responsabilité pour résoudre les problèmes. Mais si on sacrifie cette grande majorité de la population, on se disqualifie pour être un dirigeant. Bien. Merci M. Bahouri pour cette disponibilité et pour toutes ces réactions, notamment sur ces différents sujets, élections communales, la démarche de l'opposition face aux résultats et finalement la tentative de résolution de la crise syndicale autour de l'école guinéenne par la rencontre Alpha Condé, Aboubacar Souma. Merci d'être passé. À très bientôt pour la suite. Beaucoup. Merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus.
merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan, avec moi sur ce plateau. Pendessa, bienvenue. Merci. Alors, on parle de la grève du SLEG, version Aboubakar Souma. Aboubakar Souma, le syndicaliste qui a organisé une grève sauvage. Alpha Condé a employé le terme depuis Paris. À l'époque, la grève sévissait. Aboubakar Souma, le dissident. Aboubakar Souma, le fou, selon Louis Mbemba Souma. Celui à cause de qui Gangan a été fermé un moment, parce que justement tu as décidé de lui donner la parole alors que le président avait dit de ne plus jamais donner la parole à ce monsieur, finalement reçu par le président de la République, Alpha Condé, et c'était hier à Sékou Touré. Oui, on dit souvent que le temps finit par donner raison à qui de droit. C'est ce qui se passe. À l'époque, c'était des moments pires de la crise. Ouais. En tout cas, pour le syndicaliste Aboubakar Souma, on a voulu l'étouffer. On dit de ne plus lui donner la parole. Et des consignes étaient fermes. Vous avez vu les images avec toute la colère qui accompagnait cette déclaration. Et c'est le même jour. La déclaration a été faite dans la journée. Moi, dans la soirée, je suis allé à la rencontre d'Aboubakar Souma. C'était une décision courageuse, il faut le dire. Même à l'interne, au sein de la rédaction, dans un premier temps, il y avait des réticences. Mais finalement, en tant que rédacteur en chef, j'ai fini par convaincre beaucoup, la majorité. Ils ont finalement dit oui. C'est bon, donc je suis allé seul, sans cadreur, puisque Aboubakar vivait en cachette, il n'avait pas confiance en tout le monde, et il fallait le rassurer. Il était recherché à l'époque par les gendarmes. À l'époque, voilà, qui débarquaient à tout moment chez lui, il ne vivait plus chez lui. Donc je suis allé faire cette interview qu'on a passée le même jour, et puis le reste, vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Donc je dis aujourd'hui que c'était pas quelque chose à regretter. Je l'avais déjà dit le même jour dans une de mes publications. Quand la tension montait, c'était pas à regretter. Jusqu'à présent, on ne l'a pas regretté. On a défendu, Gangan a défendu, puisque c'est le média. J'ai agi au nom du média. Et la hiérarchie a été compréhensive. Je pense que beaucoup pensaient même qu'on allait me licencier. Absolument. Certains m'ont dit ça. J'ai dit non, nous sommes dans une boîte là où les gens connaissent la valeur de la liberté d'expression. On connaît les valeurs démocratiques, donc rien ne va m'arriver. Même mes proches avaient ce souci. J'ai dit non, non, non. Donc merci à la hiérarchie qui a aussi compris, et merci à tous mes collaborateurs qui, vous avez vu sur la toile, qui ont toujours exprimé leur soutien à tout ce qui se passait, et à toute la presse guinéenne. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président de la République a compris finalement que c'était pas un rebelle. On est venu lui mentir. Et je crois, il paraît qu'Alpha Condé lui-même l'aurait dit quand il a serré la main à Souma pour dire bon, tu es mon fils, mais en fait, il y a des gens qui sont venus mentir sur toi ici. Oui, c'est ce qu'on a révélé, et moi je suis sûr que Alpha Condé l'a dit à Aboubakar Souma. Et je sais aussi que oui, les gens sont partis mentir sur Aboubakar Souma, puisque on connaît les démarches de Kao Carré, les démarches d'Amantan, le ministre du Travail aussi. Vous comprenez? Mais ça, c'était dans les coulisses, mais dans leur déclaration d'ailleurs, on a pu analyser ce qu'ils peuvent dire au président. Maintenant, mais cette fois-ci, il y a une autre réalité qui tout s'est passé devant tout le monde. C'est quand le chef de l'État a reçu l'autre camp des syndicalistes, le camp des Sisavane. Oui, vous voyez un certain Aboubakar Kamara qui est venu devant les caméras raconter tout sur Souma. Vous comprenez? Au président de la République. Oui, comme si ce n'était pas un confrère syndical. Lui, il est parti jusqu'à mentir sur la presse même. Il dit que la presse privée refusait de donner la parole à leur camp. On ne faisait que donner la parole à Souma. Donc, si... Et c'est ce jour où Alpha Condé a dit de ne plus donner la parole à Souma. Exactement. Donc, si le président dit qu'on est venu mentir sur toi, il a raison, puisque là, c'est tout le monde qui a vu quand même, vous comprenez. Sauf que le conseil qu'il faut lui donner, il ne faudra pas se laisser emporter par des mensonges prochainement. C'est clair. Il faut qu'il sache déchiffrer les messages des gens. C'est très facile parfois. Moi, quand je t'écoute, il m'arrive très souvent, de comprendre que tu es en train de mentir ou de dire la vérité. Alors, en gros, que retenir
de cette rencontre, on ne dirait pas un tête-à-tête, puisqu'il y avait des témoins. Abakar Souma était accompagné par un certain nombre de membres de son bureau. Il y avait des religieux, Thibou Camara, le médiateur de la République. Donc, il y avait des témoins. Oui. Avant de dire ce qu'il faut retenir, il faut commencer par dire que, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, c'est que ce n'est pas un acte de faiblesse pour le président de la République. Comme certains le laissent croire pour dire que Alpha Condé a fait montre de faiblesse en recevant Souma finalement. Oui, j'ai vu certains commentateurs sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un acte de faiblesse où il a finalement courbé les chines ou cédé. Non, c'est que nous tous, en tout cas tous ceux qui ont agi, pas pour détruire le pays, mais pour arranger, on a demandé à ce que le chef de l'État reçoive ou fasse recevoir Souma. Vous comprenez? C'est ce qu'on a sollicité. Donc s'il a fait, pourquoi on va dire c'est un acte de faiblesse? Cela veut dire qu'il a finalement entendu les bons messages, les bons conseils. Donc pour toi c'est plutôt un acte de grandeur? C'est un acte de grandeur d'esprit. Bien. Donc il faut saluer cet acte-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on en fera par la suite? C'est qu'il ne faut pas se limiter à ce acte-là qui est salué, et puis lors des négociations, les négociations qui ont déjà commencé aujourd'hui, et puis qu'on trouve maintenant qu'il n'y a pas la volonté vraiment de résoudre la solution. Et donc, c'est pour cela que, même s'il n'y a pas eu d'engagement pris de la part d'Alpha Condé hier et de Abakar Souma, ils ont mis une commission de négociation qui a commencé à travailler aujourd'hui. Et vous avez des informations par rapport à la négociation de la journée d'aujourd'hui? Oui, Ansoubaïlo, qui est notre envoyé spécial, au moment où avant qu'on ne commence à enregistrer cette émission. D'abord, la commission est constituée de qui et qui? C'est important. Thibou Camara, le médiateur de la République, et puis Cheikh Talibé Silla. Et Kiridi Bangoura. Quelque chose avait cité hier dans son interview à Abakar Souma. Il se trouve que finalement il y a eu Kiridi Bangoura qui s'est ajouté à l'équipe. Je pense que c'est une bonne équipe, il faut le dire. Seulement qu'il y a un élément, peut-être le chef de l'État a des secrets, pourquoi il a mis Cheikh Talibé Silla dans l'équipe, sinon il n'a rien à voir. Il semble être un intrus dans cette commission de négociation. Pas ça, mais c'est qu'il est ministre de l'énergie. Je ne sais pas en quoi son secteur est concerné par cette crise. Vous comprenez, même si on a d'autres informations que Cheikh Talibé et Souma sont liés, ils ont des liens de parenté, ils sont tous des Kindia. Peut-être le chef de l'État veut jouer à ça, mais je pense que là aussi j'ai des révélations à faire avant de continuer d'analyser le reste de la composition. Je sais une chose, Souma ne pourrait pas tenir compte des liens de parenté pour céder. J'ai eu des révélations très fraîches hier, pendant la pire période de la crise, par la complicité de Cheikh Talibé Silla, il y a eu les parents, on est parti chercher les parents de Thibou et de Souma pour les envoyer à Conakry pour venir peut-être tordre la main à leur fils pour qu'ils cèdent. Pour qu'il lève le mot d'ordre de grève. Pour qu'il lève le mot d'ordre de grève. Quand on l'a appelé, vous comprenez, les gens là étaient venus attendre à Dapompa, je crois que j'ai une grande famille là-bas, puisque lui il est en ville. Il dit, ah, on est venu te voir mon fils, il faut venir par là. Les autorités nous ont confié un message à te dire. Quand il a demandé c'était sur quoi, on dit sur la grève là. Bon, avec tout le respect qu'il y a pour ses parents, il a recommandé à sa femme d'aller leur remettre le transport et de retourner à Kindia. Que les sages retournent à Kindia? Oui, il leur a fait comprendre poliment que ce n'était pas une affaire de famille. Bien. C'est une affaire des enseignants, donc une question nationale. Et qu'il n'appartenait plus à lui-même. Bien. Il est guidé maintenant. Donc ce qui veut dire que forcément il ne va pas céder au lien de parenté qui fait que Talibé Sako, ministre de l'énergie, est dans la commission de négociation. Exactement. Bien. Maintenant le reste là, vous savez combien de fois Thibou Camara s'est impliqué. À un moment il a été combattu par les Damanta et Kaokare. Et saboté même par le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre. Ils ont voulu saper ses efforts. C'est pourquoi à un moment il s'était retiré de la scène politique. Alors nous on ne savait pas qu'il travaille dans les coulisses. Mais le travail a fini par payer, puisque ce sont les syndicalistes qui ont réclamé Thibou Camara dans le groupe. Je pense que c'est très important, ça facilite la tâche. Et puis le médiateur, à peine nommé, il n'avait même pas prêté serment, plus forte raison prendre fonction, il a commencé à s'impliquer. Je pense que ces deux éléments-là, leur présence ou leur appartenance à la commission des négociations, c'est très important. Bien. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la première journée des négociations. Aujourd'hui, ils se sont rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés. La première séance des négociations
le matin, comme je le disais avant qu'on ne commence ici, j'ai parlé avec Ansoubaï, l'envoyé spécial. Il nous a dit que les syndicalistes ont dit qu'ils restent sur leur position en ce qui concerne les 40% là. Ce n'est pas à négocier. Vous savez, les 10% ont été payés en ce mois de février, donc il reste 30%. Il dit non, il faut que tout soit payé et ça ne sera pas de simple argent qu'on pourrait donner aux gens à la fin du mois. Il faut que ça figure sur le bulletin de paie. Puisqu'il se peut qu'on débloque des fonds de circonstances, on leur donne après tel mois et puis c'est fini, ça n'existe plus. Mais si ça figure sur le bulletin de paie, c'est garanti. Ça, c'était un point. Deuxième information principale du jour à retenir, en tout cas pour la première séance de négociation, c'est que le salaire de Souma qui a été suspendu depuis le mois d'octobre dernier a été débloqué. Donc, le salaire, parce qu'il a dit sur ce plateau que son salaire est bloqué par le ministre de la fonction publique sous recommandation des cas au carré depuis octobre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la commission a décidé de débloquer son salaire. De débloquer son salaire et ils vont payer à partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre. Juste en février. Donc cela veut dire que ce serait une petite économie pour lui. Je pense que... Donc c'est le premier acquis de la journée. C'est le premier acquis de la journée. Et les négociations devaient reprendre à 17h puisqu'on a enregistré l'émission. Il faut être clair avec les spectateurs. Je pense que c'est un grand pas. C'est un grand pas. On espère que d'ici la fin de la semaine, peut-être on pourrait assister à la levée du mot d'ordre de grève. On verra bien. En tout cas, ce n'est que le début et nous continuons à voir l'évolution de la situation. Merci Penessa d'être passé. Et peut-être pour ajouter. Oui, la situation des ministres là, qui se sont fait griller, notamment Damantan et Kaokare, par entêtement, ils ont raté leur mission. Sinon, c'est eux qui devaient débloquer cette situation. Ils avaient toute la chance. On ne devait même pas faire même une semaine de grève. Alors, cette deuxième grève même ne devait pas être déclenchée. Il avait toute la chance de prévenir, puisqu'ils ont eu 2 mois, mais ils ont continué à mentir au chef de l'État, à débloquer de l'argent pour corrompre les enseignants. Il faut saluer le courage des enseignants. Ça, on ne doit pas laisser passer cet aspect-là. Je pense que pour une fois, on a compris qu'en Guinée, il y a des hommes de valeur qui existent encore. On avait prédit la mort du syndicalisme en Guinée, mais avec les enseignants là, je pense que c'est une nouvelle dynamique qui pourra sauver l'ensemble du mouvement social. Vous comprenez? Les enseignants, malgré leur maigre salaire, ils ont résisté. On les a menacés de les radier de la fonction publique. On les a menacés de suspendre leur salaire s'ils suivaient le mot d'ordre de Souma. Ils ont résisté. Et ce que Souma a dit ici l'autre fois, ça m'a touché au cœur. Il nous dit que pendant que son salaire était bloqué, ce sont des enseignants qui puisaient dans leur maigre poche, qui cotisaient en fait pour lui envoyer via Orange Money et tout. Je pense que ça m'a marqué. Bien. Si tous les Guinéens pouvaient agir comme les enseignants dans l'unité, notre pays pouvait relever beaucoup de défis. Et pour toi, le sort des ministres Kaokare de Damantan, c'est de les renvoyer? Il faut les renvoyer puisqu'ils n'existent plus. Bien. Il faut les renvoyer, sinon on aura des coquilles vides dans le gouvernement. En tout cas, c'était la même chose l'année dernière. En 2017, on a enlevé Ibrahima Kourouma tout simplement. On a enlevé Sékou Kourouma parce qu'il y a eu des morts. C'est Damantan qui était le rescapé, alors qu'il faisait partie des éléments constitutifs de la crise de l'année 2017. Donc cette fois-ci, si on le laisse, cela veut dire qu'il est capable de créer une autre crise. Qui pourrait faire des élèves morts. Donc la meilleure des choses, c'est de l'enlever et enlever Kaokare. Bien, en tout cas, il y a des élèves qui sont morts. Faut-il qu'on tire les conséquences pour que les parents de ces familles, justement, sachent que le président a sanctionné ceux qui ont failli à leurs responsabilités. Merci. C'est pas encore fini. Pour terminer. On va continuer demain de toutes les façons. On va continuer. Il faut dire que les ennemis ne sont pas fatigués, ils n'ont pas rendu démission. Bien. J'ai des révélations très fraîches de ce matin-là, que l'autre camp des syndicalistes qui ne sont pas pour le camp de Souma, ils n'ont pas baissé. C'est-à-dire le camp de Sissavané, Amadou Diallo, Lumbemba, etc. Ils ont formé un lobbying, une sorte de lobbying, pour continuer à prendre le président en otage. Il est menacé, le chef de l'État. Par qui? Ça va vous paraître par les Amadou Diallo de l'US, Amadou Diallo de la CNTG, Lumbemba de l'USTG, les Sissavané de quoi. Et aussi menace le président parce qu'il a rencontré Abakar Souma. On m'apprend et le président ne pourra pas dire le contraire puisque certainement au moment où je vous parle, il a reçu la lettre. Ils ont écrit une lettre adressée au chef de l'État pour lui dire s'il accepte
s'ils accèdent aux revendications de Souma et ils considèrent toujours qu'il est illégal, alors eux aussi, ils vont répliquer à travers une grève générale illimitée. Bien. Vous imaginez? Bien. Ils comptent paralyser tout le pays, il n'y aura même pas de travail en Guinée, et le port autonome et l'aéroport, tout va être bloqué, tous les autres secteurs. Ils vont même annuler l'affaire de 40%, là, ils vont augmenter si c'est 1000 combien. Et pour tous les fonctionnaires, cette fois-ci, ce ne sera pas pour une seule corporation. On verra bien. Vous imaginez combien de fois les Guinéens sont de mauvaise foi. Je pense que si nous avons des fonctionnaires, des travailleurs qui aiment ce pays-là... Bon, attendons de voir. Il ne s'agit pas de brandir la menace, il s'agit d'être suivi, Penessa, par la base. Non, c'est pourquoi. Et c'est ça le problème. Maintenant, bon, nous, on n'a pas à sensibiliser quelqu'un pour suivre ou pas. Les travailleurs, c'est à eux de voir. Est-ce que celui qui est devant moi... attendez, moi, je donne ma position. Dans ce pays, Penessa, écoutez-moi, dans ce pays, les gens savent qui a usé des travailleurs pour aller prendre des millions ou des centaines de milliers de dollars avec des hommes d'affaires, avec le président de la République. Ils ont brandi des mots d'ordre de grève ici et après quelques jours, ils ont tout simplement suspendu parce qu'ils ont reçu de l'argent. Donc je pense que les gens savent qui est qui. La baisse du prix du carburant, on sait qui est qui dans ce monde du travail. Des syndicalistes, il ne s'agit pas de dire on va faire sortir tout le monde. Je pense que si vous êtes fort de votre légitimité, lancez votre mot d'ordre de grève. Il ne s'agit pas de menacer Alpha Condé de dire si vous acceptez les trucs de Souma. Souvent, il n'est pas au courant des réalités. Lui, il peut penser qu'ils sont capables de le faire. Donc, il peut avoir des craintes. Il bloque la situation là où il devait débloquer facilement. On verra bien. On lui dit, je répète, ils lui disent quand il va accéder aux revendications de Souma qu'ils vont déclencher une grève générale et illimitée. Et je rappelle que Souma a dit sur ce plateau, quand il est passé ici, la semaine passée, que Alpha Condé n'a qu'à régler cette situation et laisser les autres brandir leur mot d'ordre de grève. Ils verront si les gens vont suivre. Donc, attendons de voir. En tout cas, on suivra cette crise, on suivra le travail de cette commission de négociation qui va continuer à 17 h et demain. Le premier acquis déjà à ce stade, en tout cas au moment où nous sommes sur ce plateau, c'est que le salaire de Souma est débloqué et on va commencer à le payer depuis ce qu'il a perdu en octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'en ce mois de février. On va dire que c'est le premier acquis et demain on reviendra là-dessus. Merci Pendessa d'être passé. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.